allons continuer avec 3 exemples d'auto-archivage dans les institutions similaires à la nôtre. Par nos collègues, Sandrine Mouret, qui est à l'École des Mines. Sandrine, tu es chevronnée de Halle, tu connais sur le bout de doigt. Anne, vous venez de l'Institut Pasteur, vous êtes à la tête d'une équipe qui pilote, coordonne tous les circuits Halle. Et Christine Ollendorf, vous dirigez les bibliothèques des arts et métiers et vous avez mis en place SAM. Vous allez nous montrer ça, ça marche très bien et nous sommes contents. Je vous remercie tous les 3 d'être ici pour cette présentation. Est-ce qu'il marche? Est-ce qu'il fonctionne? Oui? Oui. Donc moi, je suis Sandrine Mouret, je suis en fait à l'École des Mines de Paris, donc Mines ParisTech. Je suis responsable des services aux chercheurs au sein de la bibliothèque. Et dans ce sens, une de mes fonctions est de la coordination du portail d'auto-archivage. Donc je vais prendre un petit peu de temps pour vous présenter un petit peu le contexte, nos choix institutionnels, et puis un petit état des lieux, et puis faire un point sur la promotion de l'auto-archivage. Voilà. Donc l'école des mines, c'est 18 centres de recherche. Ce n'est pas une très grande institution et 237 enseignants-chercheurs fin 2016. Mais nous avons fait un choix à l'école des mines depuis plusieurs années d'utiliser l'outil HAL pour valoriser les publications. Donc, on a ouvert le portail en 2009. Donc c'est vraiment un choix institutionnel qui est pragmatique, c'est-à-dire que l'idée c'est de choisir un outil national avec une infrastructure qui est derrière, que nous ne pourrions pas reproduire nous en interne dans notre petite institution. Nous avons fait ce choix et nous le conservons. L'idée c'est d'en tirer le meilleur parti possible avec toutes ces possibilités. Nous ne revenons pas en arrière sur ce choix institutionnel. Je vais vous présenter une petite diapositive qui est un petit peu provocante pour une journée de l'Open Access Week. C'est ma première diapositive sur les états des lieux. Donc, le choix de HAL se fait. Vous voyez, le choix de HAL, c'est un HAL est utilisé au niveau institutionnel pour gérer les publications. Donc nous allons y gérer les publications, nous allons y connecter le portail, un certain nombre d'autres services, mais sur donc une interface de HAL qui est censée promouvoir le fichier, l'open access, nous avons énormément de notices et peu de fichiers. Tout cela parce que nous visons l'exhaustivité des références. Donc vous voyez quand la promotion des dépôts dans des publications dans HAL est concomitant avec les évaluations ARS et HCERS. On n'oublie pas, lors de ces dépôts, de promouvoir le fait que déposer le texte intégral permet aux évaluateurs non pas seulement de voir la référence, mais de voir la publication. Et cela, c'est très important. Mais vous voyez, on a encore énormément de travail à faire. J'ai mis cette petite diapositive pour l'état des lieux, parce que comme vous le voyez, nous travaillons beaucoup sur les articles, mais nous avons énormément d'autres types de publications à valoriser. Sans parler des données de la recherche dont nous avons débattu ce matin et que nous allons encore beaucoup travailler dans la journée. Donc, mais nous voyons bien aujourd'hui que nous ne sommes pas très contents de ce taux de dépôt des fichiers par rapport au dépôt des notices, d'autant plus que ResearchGA a été souvent mis en avant par nos enseignants-chercheurs pour un dépôt plus facile, mais nous sommes actuellement, nous pensons, dans un moment propice à une nouvelle promotion de l'auto-évaluation. C'est un effort que nous allons faire. Alors nous avons plusieurs contextes qui vont nous permettre de promouvoir l'auto-archivage. Pardon, j'ai fait une faute tout à l'heure.
l'auto-archivage, nous avons un contexte local, c'est-à-dire que le plan stratégique veut s'ouvrir vers la société. Donc nous avons une mission d'ouverture sociétale, nous avons une mission de visibilité internationale, et donc nous allons utiliser donc, ce contexte local, d'autant plus que notre direction de la recherche est convaincue de l'utilité de l'open science, notamment pour ces raisons-là. Et nous allons repartir un petit peu en quête sur l'auto-archivage à ce niveau-là. Au niveau national, la simplification du dépôt qui a été mise en place il y a un mois va nous permettre aussi de promouvoir, c'est un autre événement sur lequel nous pouvons surfer. La loi contribue à légitimer le chercheur au niveau de l'auto-archivage et aussi à le sécuriser, c'est-à-dire que maintenant, cette plateforme et la loi permet au chercheur de se sentir en sécurité lorsqu'il dépose son article. Ainsi qu'au niveau international, les déboires de ResearchGate actuellement peuvent nous permettre aussi de repartir vers la sécurité qu'ils ont à déposer en auto-archivage dans une plateforme telle que HAL. Donc nous allons continuer à le soutien et cet encouragement. Nous utilisons cette nouvelle vague que nous voyons aujourd'hui. Nous allons utiliser principalement la visibilité internationale des dépôts dans HAL pour communiquer, mais nous n'oublions pas, lorsque nous communiquerons sur les APC, à bien faire comprendre qu'il y a un autre moyen que les APC de publier en open access. Voilà. Anne, est-ce que tu veux continuer ? Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous parler de ce que nous faisons à l'Institut Pasteur en matière d'open access. D'abord, je vais vous présenter un petit peu l'Institut Pasteur. Donc, pour rappel, c'est une fondation privée reconnue d'utilité publique qui a été créée par Louis Pasteur donc en 1887. Nous avons principalement 4 missions: la recherche, l'enseignement, la santé et l'innovation. Il existe également un réseau de 33 instituts Pasteur dans le monde qui est piloté à Paris. Pour Paris, nous sommes 2500 à travailler sur le site et sur ces 2500 personnes, il y a 1430 scientifiques, chercheurs et ingénieurs, et nous avons également des chercheurs qui viennent d'autres instituts comme l'INSERM et le CNRS. Il y a 130 unités de recherche à l'Institut Pasteur qui sont réparties en 11 départements de recherche dont vous voyez les noms ci-dessous. Donc c'est une recherche principalement sur les maladies infectieuses, mais il y a également de l'immunologie, de la génomique, de la biologie du développement et des neurosciences, et ainsi également un peu de chimie. Donc nous, notre longue marche vers l'open access, elle a débuté en mars 2004 quand l'Institut Pasteur a signé la déclaration de Berlin. Nous avons ouvert notre portail HAL Pasteur en février 2007. Je me rappelle, c'était suite à une présentation de l'INSERM qui avait présenté son portail. Donc le portail INSERM avait été ouvert 1 an avant. Et le CCSD, donc, qui gère HAL, nous avait fait en fait une duplication du portail INSERM. Donc encore actuellement, nous fonctionnons vraiment comme l'INSERM. En octobre 2009, nous avons également ouvert un portail pour les instituts du réseau international qui déposent aussi dans HAL. Donc aux 4 coins du monde, en fait, on dépose dans HAL. Et bon, faut bien dire qu'entre 2007 et 2014, on n'a eu aucun soutien sur l'open access dans la politique de l'établissement. Donc les dépôts ont toujours stagné en dessous de 15%. Il faut quand même signaler que dans les sciences du vivant, en tout cas chez nous, les gens publient beaucoup dans les revues Gold Open Access. Par exemple, en 2014, on était à 30% de publications dans les revues Gold et c'est même monté à 35% en 2016. Donc les vrais débuts d'une politique en faveur de l'open access ont commencé début 2015.
Donc on était assez engagés au niveau de la bibliothèque, au niveau de notre équipe HAL, et on a rencontré le directeur général de l'Institut qui venait d'arriver et qui lui était aussi convaincu qu'il était important de développer l'open science. Et donc avec lui on a rédigé un message qui est paru dans le bulletin interne de l'Institut pour demander aux gens de déposer dans HAL dans le but de soutenir l'open science et également pour la visibilité des publications de l'Institut. Bon, alors ça a eu peu d'effet, je vous montrerai les chiffres. On s'est revus donc après en 2016 et là il y a eu un deuxième message qui a rappelé qu'il était très important de déposer ces publications dans HAL, de le faire dès acceptation pour publication. Mais surtout, ce qui a été important, c'est qu'on a créé une obligation de dépôt. C'est passé par le comité d'évaluation interne des chercheurs. Et donc la règle depuis septembre 2016, c'est que tout chercheur candidat à une promotion de directeur de recherche ou une promotion de professeur doit déposer ses publications dans Alpasteur, donc avec un recul aux années 2010. Et là, on a obtenu plus de 80% de dépôts pour ces chercheurs qui candidataient à des promotions. Mais bon, c'est le seul moyen, on ne peut pas édicter juste une obligation sans carotte, on va dire. Et donc, il y avait 12 chercheurs qui candidataient et tous les articles ont été déposés avec 80% de dépôt avec texte intégral. Et ce qui était satisfaisant, bon, on a quand même beaucoup renvoyé de mails pour leur faire comprendre, mais on a eu beaucoup de fichiers auteurs. Et on était même assez étonnés qu'en fait, ils conservent assez bien leurs fichiers auteurs et que s'ils veulent les déposer, ils peuvent quand on les motive avec les bons arguments. Alors on avait fait une petite statistique sur l'effet de la politique de la direction sur les dépôts. Donc ça, c'est le pourcentage des articles déposés sur l'ensemble des articles publiés. On voit que la première incitation en 2015 n'a pratiquement pas eu d'effet et que pour la deuxième incitation en 2016, on a multiplié par 2. Donc on est passé de 15 à 30% de dépôts. Donc là, c'est un graphique général des dépôts depuis 2014 où on voit que vraiment, il y a eu un gros boost des dépôts en 2016. Et si on regarde les dépôts par mois, donc on voit bien les 3 pics à partir de janvier 2015, qui est la première incitation, mais très vite c'est retombé. Et puis à partir de septembre 2016, donc quand on a dit quand vous demanderez une promotion, il faudra avoir déposé. Là, du coup, il y a eu pas que les chercheurs qui ont demandé des promotions, mais tout le monde s'est mis à déposer en masse. Bon, les chiffres sont aussi un peu augmentés parce qu'il y a eu beaucoup de rétro-dépôts pour les personnes qui demandaient des promotions. Et alors après, j'ai regardé après mai 2007 et on tourne toujours autour de 80 dépôts par mois. Donc en fait, ça a l'air de se stabiliser. En ce qui concerne donc nos ressources humaines à la bibliothèque pour Alpasteur, alors on est une équipe de 5 personnes qui représentent 2 équivalents temps plein. Donc tout ça pour faire l'administration du portail, la modération des dépôts, puisque c'est un portail où nous modérons nous-mêmes, ce qui n'est pas très fréquent dans HAL. On organise beaucoup de formations pour les chercheurs et les secrétaires de laboratoire, puisque les secrétaires déposent aussi beaucoup pour les chercheurs. On fait l'assistance après par mail, par téléphone, etc. Une fois par mois, on fait une journée Open Desk. Donc c'est une journée où les chercheurs peuvent venir avec leur article pour le déposer avec nous ou venir nous poser toutes les questions qu'ils veulent poser sur l'Open Access. On fait aussi le suivi de nos laboratoires dans Auréal. Donc Auréal, c'est le référentiel des structures de HAL. On tamponne manuellement les dépôts qui sont réalisés dans les autres portails parce qu'on avait beaucoup trop d'erreurs dues aux affiliations qui n'étaient pas correctes, donc on préfère contrôler nous-mêmes. Et puis donc on participe à l'association Casual dont parlait Sandrine tout à l'heure. Donc c'est une association des administrateurs de HAL, des portails HAL et des gestionnaires de collection. Elle a été créée cette année et il existe en fait 5 groupes de travail qui se réunissent à peu près tous les 2 mois par visioconférence. Et on a eu notre première journée au mois de juin cette année à Lyon, notre première assemblée générale. C'est une association qui marche bien, où il y a beaucoup d'inscrits.
Et puis donc le dernier point que j'ai rajouté, c'est qu'on a beaucoup aidé aussi au rétro-dépôt pour les évaluations des chercheurs parce qu'ils voulaient bien déposer, mais bon, depuis 2010, ça leur faisait quand même beaucoup de travail, donc on leur a dit on est sympa avec vous, on va vous faire le rétro-dépôt, mais vous déposez vos articles des 2 dernières années, puis vous nous fournissez surtout les fichiers. Parce que les fichiers auteurs, il n'y a qu'eux qui les ont bien sûr. Donc maintenant, alors, depuis cet été, on relaie aussi la politique de Couperin pour le dépôt obligatoire des publications financées par H2020. Donc on a mis en place une veille dans ROS et dans Scopus pour repérer ces publications. Et on envoie des emails aux chercheurs pour, d'une part, les informer de leurs obligations et pour leur demander de déposer. Alors, leurs obligations, ils ont bien compris que quand ils étaient financés par H2020, ils devaient publier un open access. Par contre, ils n'ont pas du tout compris qu'ils devaient aussi déposer dans une archive ouverte. Donc là, il faut vraiment qu'on insiste beaucoup là-dessus. Alors, on a également demandé à notre directeur, qui actuellement est un directeur par intérim, puisque notre directeur, Christian Bréchot, est parti au 30 septembre. Donc on lui a demandé de signer l'appel de Jussieu. Bon, pour l'instant, on n'a pas eu de nouvelles. Et puis donc en janvier 2018, on aura un changement de direction. Et là, on se pose vraiment la question, est-ce que la politique Open Access va être renforcée, pérennisée ? Ce qui serait bien, c'est de passer à une généralisation de la demande des dépôts pour l'évaluation, parce que chez nous, les chercheurs sont évalués tous les 2 ans. Et donc, là, ce serait vraiment le bon moyen d'obtenir un très bon taux de dépôt, d'autant plus que le directeur visait les 100% de dépôt à l'horizon 2020. Voilà, donc il y a du travail. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter l'archive ouverte des arts et métiers, ex-arts et métiers ParisTech. Alors nous, on a la spécificité d'être un établissement qui est réparti sur 8 campus et 3 instituts en France, donc un établissement assez dispersé en France, avec une quinzaine de laboratoires, environ 200 enseignants-chercheurs et environ 220 à 230 publications par an. Et donc, on a fait le choix, quand on a commencé à travailler sur l'open access en 2009, de créer une archive ouverte qui ne soit pas dans HAL. Donc, on n'a pas fait le choix de HAL, ce qui était assez spécifique à l'époque. On voulait, en fait, il y avait plusieurs raisons à ça. Et une des raisons, c'était qu'il y avait un besoin d'unification de tous les sites web des laboratoires qui existaient. Et il y avait vraiment un besoin de la direction d'unifier tout ça sous une bannière arts et métiers. Donc on a choisi la plateforme DSpace, qui est la plateforme qui est le plus utilisée comme plateforme d'archives ouvertes dans le monde et qui avait vraiment une communauté importante. Donc c'est ce qui a guidé notre choix. Par contre, le choix a aussi été de reverser les publications de SAM dans l'archive ouverte nationale HAL, à la fois pour des raisons de pérennité aussi de nos articles, et puis voilà, pour apparaître dans cette archive ouverte. Donc on a beaucoup travaillé avec les chercheurs, en particulier pour créer un workflow de dépôt qui leur convienne. Et je ne sais pas si je vous le montrerai après, mais il y a une particularité de notre archive, c'est qu'on demande aux chercheurs la première chose qu'on demande aux chercheurs quand ils déposent, c'est son fichier. Et c'est pas nous qui avons eu cette idée-là, c'est les chercheurs. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas faire tout un dépôt puis s'apercevoir à la fin qu'ils n'avaient pas le bon fichier. Donc ils déposent le fichier en premier et après ils font le reste de leurs métadonnées. Et second corollaire à ça, c'est que du coup, chez nous, le dépôt du fichier de l'article est obligatoire. Donc dans notre archive, il n'y a pas de référence. Il y a 100% de texte intégral. Il y a eu un fort soutien de la direction de la recherche sur cette archive ouverte. Peut-être pas au début, mais le soutien est venu assez vite. Et l'idée a été de faire de notre archive la base de référence pour les publications de l'école quand on serait évalué. Donc entre 2013 et 2015, l'idée, c'était que
on comptait les dépôts d'ensemble par chercheur et on disait les crédits alloués à un laboratoire seront attribués en fonction de ces dépôts par chercheur. Et puis on s'est aperçu que ça stigmatisait un petit peu les chercheurs non publiants, cette affaire-là. Et donc en 2016, ce qui a été décidé, c'est de compter les publications au niveau de l'ensemble d'un laboratoire. Et donc pour se baser sur ce qui est déposé dans SAM, en fait, on se base sur ce qu'il y a dans Scopus. Nous, on est dans le domaine des sciences de l'ingénieur et la base Scopus couvre bien nos domaines. Donc on considère que si 75% des publications qui sont sur Scopus sont dans SAM, on considère qu'un laboratoire a bien déposé. Donc en fait, et que du coup, il aura ses crédits alloués. Voilà. Si on a moins de 75%, eh ben, on demande au laboratoire de régulariser. Sachant que sur 2016, j'avais fait une étude et on avait de mémoire 10 laboratoires sur 15 qui avaient entre 60 et 80%. Donc on avait vraiment un très bon taux de dépôt. Et on a accompagné ça par une politique de dépôt sur SAM avec une obligation de dépôt. Donc, en fait, la direction a non seulement dit on va prendre SAM comme base de référence, mais on va obliger au dépôt afin d'être sûr qu'on en ait le plus possible. Et donc, vous voyez là le texte qui a été adopté par le Conseil scientifique en 2016, donc qui demande aux chercheurs de déposer leurs publications de 2015 et 2016 de manière obligatoire. Et je pense qu'en 2018, je retournerai devant le Conseil scientifique pour qu'on reconduise cette obligation sur 2017 et 2018. Voilà, donc je peux cliquer pour aller sur SAM, là, juste montrer. Je voulais juste vous montrer rapidement le workflow de dépôt et qui est également, comme les collègues dans HAL, tous les dépôts sont validés par les collègues bibliothécaires afin de valider les métadonnées et avant qu'on ait la loi, de valider les droits sur Sherpa Romeo. Donc vous voyez, ce que je voulais vous montrer, c'est que là, je fais comme si j'étais un chercheur et que je voulais déposer un document. La première chose qui m'est demandée, effectivement, c'est bien le fichier, et donc c'est bien l'article lui-même. Et alors on a eu très rarement le cas dont parlait Bernard Rentier à l'époque, de la personne qui va vous mettre sa page de titre pour essayer. Mais évidemment, dans ces cas-là, on ne valide pas. Mais ça nous est arrivé sur les 2600 dépôts dans SAM, ça nous est arrivé peut-être 2 fois, donc c'était assez rare. Donc il y a un workflow de dépôt qui est assez long, qui fait un petit peu râler les chercheurs. Quand ils ont l'habitude, ils le font en 10 minutes. Et à la fin, ils cochent une case en disant « je veux que mon dépôt aille dans HAL » ou pas. Et puis nous, après, on valide les métadonnées et on confirme le dépôt dans HAL. Voilà, et ben, j'en ai terminé et je vous remercie pour votre attention. Merci à toutes les trois. Je vous propose de prendre une ou deux questions, si vous avez des questions spécifiquement sur le dépôt dans les établissements, sachant que nous avons les deux interventions suivantes vont porter sur HAL. Donc, si vous avez des questions sur HAL, il faut les garder pour la suite. Quelle était la motivation pour ne pas aller sur HAL et créer? Vous avez dit qu'il y avait des raisons de créer SAM et pas HAL. Répétez ma question pour moi. Oui, la motivation pour ne pas aller sur HAL, c'était comme je l'ai dit. Alors HAL en 2009, en 2009 quand on a commencé le projet, c'est ça. Il manquait pour nous un certain nombre de fonctionnalités, il y avait ça. Et puis il y avait vraiment cette volonté de la direction d'avoir notre propre site Arts et Métiers, parce qu'on était éparpillés façon puzzle, quoi. Surtout, il y avait beaucoup de sites de laboratoire, des publications partout. Donc il y avait ce besoin-là. Et pour nous, le portail HAL ne répondait pas assez à cette volonté d'unité, forte. Une autre question? Est-ce que vous mettez en place un process particulier justement pour les projets H2020 et les projets européens ou ANR ou autres? Est-ce que vous avez une démarche particulière? Alors, nous, on a juste commencé ça cet été et en fait, on a mis en place une veille dans WOS et une dans Scopus.
Et quand on reçoit les résultats des veilles, on regarde si l'article a un premier auteur qui est de l'Institut Pasteur. Quoique c'est même pas évident que ce soit le premier auteur qui est financé, mais bon, c'est un peu compliqué de trouver quel est l'institut qui a financé la publication. Donc on se base sur le premier auteur. Au moins, il aura le texte intégral, même si c'est pas lui qui a publié, tant pis, c'est pas grave. Enfin, qui a été financé. Et du coup, on lui envoie un message, un email, et l'auteur, pas toujours, mais nous fait son dépôt dans HAL, ou des fois nous renvoie juste son fichier qu'on doit déposer nous-mêmes parce qu'il nous dit qu'il n'a pas le temps. Voilà, bon, on n'a pas plus automatisé que ça. Merci beaucoup. Et maintenant Agnès Magron nous présentera HAL.